Bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière table ronde qui va nous occuper en ce début d'après-midi avec la lourde tâche qui nous a été confiée de vous maintenir éveillés pendant cette période post-déjeuner, ce qui est toujours un challenge. Mais vous pourrez constater que nous avons la joie d'avoir pu rassembler un panel de qualité pour cet après-midi d'échange, pour ce début d'après-midi d'échange sur le thème « Le sport, tremplin pour le développement durable ». Voilà, je laisse à ceux qui souhaiteraient pouvoir s'asseoir le temps de prendre leur place. Merci à tous. Alors, 1h30 d'échange pour parler de sport et de développement durable. C'est un sujet qui me tient à cœur, tout particulièrement en tant que directeur général délégué de l'Agence française de développement. Et puis à titre personnel, parce que j'ai eu l'occasion il y a quelques années de passer un an au Cameroun dans un hôpital de brousse, une année au cours de laquelle, avec l'hôpital, nous avions structuré une équipe de foot qui nous a permis de faire des matchs avec des villages autour de Pouma, qui est le village dans lequel j'ai travaillé pendant cette année. Une année pendant laquelle on a eu des matchs aller-retour, une année pendant laquelle on a pu faire venir jouer des femmes sur le terrain de foot de Pouma, ce qui ne s'était pas produit jusqu'à ce moment-là. Et puis une année qui a aussi permis de faire des matchs de foot avec une équipe de tournage de films allemande qui était de passage au Cameroun. Et j'en suis reparti avec la conviction qu'il se passait beaucoup plus sur un terrain de foot que le simple fait de taper dans un ballon. Donc c'est notamment de ça dont on veut vous parler aujourd'hui. Donc le foot, c'est évidemment, avec le sport en général, un facteur de cohésion sociale, de lien social. Et c'est un enjeu important pour l'Agence française de développement et pour les personnes qui sont devant vous aujourd'hui. Et le sport, c'est aussi, en matière de développement durable, des enjeux qui sont économiques. 2% de croissance du sport aujourd'hui dans le monde, c'est plus que la moyenne de la croissance mondiale. Donc c'est une source de création d'emplois, un révélateur de talent, un révélateur de leadership extraordinaire. Et puis c'est aussi, on le voit de plus en plus avec les grands événements sportifs, des interrogations, des questions sur les grandes infrastructures, sur la façon dont le sport est organisé et comment est-ce qu'il peut devenir justement plus durable, comment est-ce qu'il peut contribuer aux objectifs de développement durable. Donc nous avons représenté autour de cette table aujourd'hui plusieurs acteurs qui représentent à la fois le secteur public avec Madame la ministre Benchir, que j'aurai l'occasion de vous présenter un peu plus tard. Des acteurs, Marie-Cécile Tardieu-Smith, qui est la chef du service économique de Rabat au Maroc, qui aura également l'occasion d'intervenir pour présenter son action en faveur de la promotion du sport et de l'économie sportive. Représentants de la société civile également, avec Madame Bonnet-Oulalge, ici présente, et puis représentant du monde du sport, avec Monsieur Mbiakop, que j'aurai l'occasion également de vous présenter, et enfin un représentant du monde de l'industrie et de l'économie du sport avec M. Siono, qui est ici aujourd'hui avec nous. Voilà pour notre panel. Je vais commencer par donner la parole à chacun des panélistes pour qu'ils nous représentent leur vision du sport et du développement durable. Et puis ensuite, je vous propose que nous ayons un temps d'échange avec vous. Je crois que c'est la formule qui a été retenue ce matin et qui a bien fonctionné. Donc, sans plus tarder, M. Siono, si vous l'acceptez. Donc vous êtes directeur de la communication internationale du Coq Sportif. Vous comptabilisez une quinzaine d'années d'expertise dans les domaines de la communication et du sport. Et il y a 6 ans, vous avez rejoint la marque pour ses valeurs humaines et son projet résolument différent, celui de mettre au cœur de l'entreprise le savoir-faire produit au service de tous les sportifs. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse serait de comprendre si vous pouvez nous expliquer votre stratégie en matière de développement au regard des objectifs de développement durable. Et si vous pouviez nous en dire un peu plus sur votre filiale au Maroc, ses spécificités et quels sont les challenges spécifiques à ce pays. Je vous remercie. Merci déjà de nous avoir invités en tant que marque à prendre part à cette réflexion. Je vais être assez rapide sur l'histoire de la marque, mais j'ai l'intention quand même d'en parler pour qu'on puisse aussi comprendre nos actions aujourd'hui en termes de marque.
On est né il y a plus de 130 ans, donc bien avant de nombreuses marques et équipementiers actuels, d'un projet d'une personne, d'un homme, dont le projet était un projet totalement humain, autour de valeurs. Et ces valeurs, c'était justement de faire en sorte que toutes les personnes puissent avoir accès au sport, quelle que soit leur classe socio-professionnelle. Se dire que le dimanche, des enfants d'employés pouvaient être sur les mêmes terrains de foot avec les mêmes habits que des enfants de directeurs d'entreprise. Et donc ça a vraiment été son leitmotiv. Et c'est ce qui, aujourd'hui, fait partie de nos valeurs intrinsèques et notre ADN de marque. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de développement durable, de projets RSE depuis ce matin. J'ai envie de dire, pour une marque telle que la nôtre, finalement, c'est notre fondement. C'est au cœur même de notre marque. Donc toutes les actions qu'on développe aujourd'hui, que ce soit en France ou à l'international, c'est des actions qui ont un lien avec ces valeurs. Monsieur Saunier disait ce matin qu'il faut avoir un cap, donner un sens à ce qu'on fait. En effet, on ne peut pas tout faire, comme il le précisait, mais par contre, on peut faire en sorte de garder ses valeurs, de garder sa ligne directrice et d'aller dans ce sens-là. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qui est développement durable, accessibilité du sport pour tous, ce sont des messages qu'on comprend et sur lesquels on veut travailler. Une fois qu'on a dit ça, et on est tous d'accord aujourd'hui, puisqu'on vient tous du monde du sport, c'est à nous aujourd'hui de faire bouger les choses, justement, et de faire en sorte que, justement, le secteur du sport soit pionnier aussi dans ce développement durable et puisse, en effet, travailler sur des problématiques de sport santé, de faire donner la possibilité à des jeunes, à travers le sport, d'être éduqués, de se réinsérer, d'être présents dans tous les territoires. Donc, le sport, c'est universel, c'est générateur d'émotions. C'est également fédérateur. On l'a vu, 10 millions de personnes qui regardent le premier match de l'équipe féminine de football en France. C'est un super message qui est envoyé à tout le monde, comme quoi le sport n'est pas uniquement que masculin. Le sport, c'est le sport de tout le monde, le sport des femmes. Tout à l'heure, une question était sur les personnes en handicap. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel notre marque travaille aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, c'est notre devoir finalement de faire en sorte que le sport soit un outil qui soit utilisé justement dans ces questions de développement durable et d'accessibilité du sport. Donc, qu'est-ce qu'on fait depuis quelques temps? On est partenaire, par exemple, vous demandez des cas concrets tout à l'heure quand on a discuté avant cette table ronde. On est partenaire d'une association qui est l'association Neik Noah, que tout le monde connaît peut-être, qui est Faites le Mur, qui est justement une association qui aujourd'hui permet à des jeunes dans des territoires qui n'ont pas eu obligatoirement accès à du sport ou à une éducation, de les aider à se construire à travers le sport et à travers ces valeurs du sport qui sont universelles. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place maintenant depuis plus de 20 ans et qu'on continue. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'aujourd'hui, on crée aussi les sportifs de demain, qu'on mette les gens au sport, que le sport amateur soit également vecteur de valeurs au quotidien. Le COJO a annoncé qu'il voulait mettre 10 millions de sportifs d'ici à 2024, 10 millions de Français au sport d'ici à 2024. Pour nous, c'est quelque chose qui nous semble en effet très important en tant que marque. Les gens doivent faire du sport pour lutter contre la sédentarité, pour lutter contre les problématiques également professionnelles et autres. Donc ça, c'est un point sur lequel on travaille aujourd'hui. Et puis à côté de ça, il y a un deuxième point justement qui est plus lié avec le monde arabe. C'est qu'aujourd'hui, le Coq Sportif, donc, qui a été racheté maintenant il y a une petite dizaine d'années, une quinzaine d'années même, a revu tout son système industriel et aujourd'hui 100% de nos matières textiles sont produites entre l'Égypte, la France et le Maroc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui 100% de notre coton vient de l'Égypte, que 100% de nos tricots sont tricotés et teints en France dans l'Aube et que 90% de ces matières sont ensuite assemblées au Maroc, où on a justement, alors pas une filiale, mais un partenaire qui s'appelle IKS et qui est donc basé à Marrakech et qui emploie aujourd'hui plus de 2400 personnes sur son site. Aujourd'hui, on considère qu'en tant qu'équipementier, en tant que marque textile, on se doit
d'être irréprochable et on se doit d'avoir une politique industrielle qui va dans le sens des valeurs aussi qu'on poursuit tout au long de l'année à travers nos partenariats avec nos clubs, avec nos fédérations, avec nos athlètes. Et aujourd'hui, on considère que nos produits doivent également être à l'auteur et en qualité suffisante pour tous les sportifs. Donc, c'est un projet qui a commencé maintenant il y a 7-8 ans. Et aujourd'hui, on est arrivé à peu près à maturité puisque 100% des matières sont faites entre la France et les pays du monde arabe. Donc ça, c'est un projet qui aujourd'hui nous permet aussi de travailler avec des athlètes, avec des clubs, avec des fédérations, de donner sens également à ces partenaires, puisque eux, pour le coup, font appel à un équipementier qui a une politique RSE et de développement durable en termes de projet industriel qui est, on va dire, positive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce système nous permet de produire que ce dont on a besoin. C'est-à-dire que le fait qu'on ne produise pas à quelques milliers de kilomètres de chez nous, à l'autre bout du monde, ça nous permet de pouvoir produire en temps réel. C'est-à-dire qu'en 3 semaines, 1 mois, on peut reproduire des vêtements. Donc, on ne va pas utiliser plus de coton qu'on en a besoin. On ne va pas utiliser plus d'eau de la Seine, pour le coup, puisque c'est l'eau de la Seine qui sert à la teinture aujourd'hui de nos produits. Donc, on n'en utilise pas plus que ce dont on a besoin, puisqu'on ne va teindre que ce dont on a besoin. Et au final, on ne va assembler que les produits dont on a besoin. Donc, il n'y a pas non plus de surstockage et il n'y a pas de manque. On ne vient pas utiliser finalement des matériaux pour rien. Donc ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est extrêmement important pour nous. Parce que, en effet, en tant que marque de sport, on se doit de montrer l'exemple. Et dernier point sur lequel je vais terminer, c'est qu'en effet, aujourd'hui, on est donc revenu beaucoup sur les pays d'Afrique. On l'a été très longtemps, pendant de nombreuses années. Moi, le coq sportif, c'est pas uniquement Yannick Noah qui gagne Roland Garros en 83, même si c'est ce que beaucoup de gens se souviennent, et on en est d'ailleurs toujours très fiers et heureux. C'est pas uniquement non plus une Coupe du Monde gagnée avec l'Italie en 82 et en 86 avec l'Argentine, mais c'est également le Ghana, c'est également le Cameroun qu'on vient de reprendre et dont on a annoncé le partenariat il y a quelques jours, dont les Lions indomptables jouaient hier en Coupe du Monde, donc avec nos équipements, et les garçons partent à la CAN également avec nos équipements. C'est également un club des Émirats Arabes Unis dans les années 2000. C'est également l'Algérie qui a porté aussi le coq pendant de nombreuses années. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur un retour à ce que le coq sportif a été dans ces grandes années des années 80 à travers le sport. Et petit à petit, on se rapproche de ces pays africains et également du monde arabe pour lier à nouveau des partenariats, lier des projets ensemble, mais également des projets autour justement des problématiques de RSE, développement durable. Un exemple qui est extrêmement concret, la Fédération française de rugby, pour le coup, nous a choisi en tant qu'équipementier il y a maintenant plus d'1 an. En 1 an, on a permis à 1300 clubs sur les 1400 clubs français ayant une école de formation d'avoir gratuitement 23 jeux de maillots pour une de leurs équipes. Donc ça permet à ces clubs, qui sont des clubs amateurs, parce que le but n'est pas uniquement de soutenir évidemment les grandes équipes, ça tout le monde peut le faire et c'est pas uniquement le but de notre marque. Notre marque, c'est d'aider finalement tous les sportifs, quels qu'ils soient, que ce soit des professionnels, des amateurs. Et aujourd'hui, l'idée donc, c'était de permettre à ces clubs amateurs qui n'ont pas toujours les moyens de se fournir en équipement, d'avoir un accès gratuit. Il n'y a pas de contrepartie commerciale, il n'y a aucun loup derrière cette opération, mais en tout cas de permettre à ces gens et à ces clubs, pendant toute la durée de notre contrat avec la FFR, d'avoir accès à un jeu de 23 maillots. Il y a 1400 clubs en France qui ont une école de formation en rugby.
Il y en a 1300 qui ont adhéré au projet et aujourd'hui, il y en a déjà 800 qui ont reçu leur maillot. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on réfléchit, comme le sport en entreprise. Je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard aussi peut-être, mais de faire en sorte que le sport aujourd'hui soit accessible à tout le monde, pas qu'en termes d'infrastructure. On parlait tout à l'heure du Tour de France et de ASO qui en effet donne accès au sport uniquement pas que dans les stades, mais également en dehors des stades, ce qui permet de aussi populariser le sport, et c'est important, c'est pas négatif, au contraire, il faut que le sport puisse toucher tout le monde. Nous, on est partenaire justement du Tour de France parce que c'est aussi notre envie d'être au plus près des gens et de leur faire vivre et de faire vivre au plus grand nombre. Et un des prochains temps forts qui va nous animer dans les mois à venir, c'est en effet le sport en entreprise et faire en sorte qu'on puisse mettre au sport toutes les personnes qui ont l'envie et qui en ont la nécessité pour des performances aussi professionnelles et personnelles et également de santé au quotidien. Merci beaucoup pour votre propos. Donc, une politique d'entreprise qui repose, si j'ai bien compris, sur deux jambes. Une jambe à la fois, une jambe développement durable de l'entreprise et comment est-ce que mes process industriels intègrent les enjeux de développement durable, de gestion de la relation donneur d'ordre fournisseur, premier point. Puis un deuxième enjeu qui est le sport comme valeur d'entreprise et comment est-ce que la politique du coq sportif s'attache à promouvoir le sport pour tous et à favoriser l'accessibilité au sport. Alors ça m'amène à notre deuxième intervenante, Emmanuelle Bonnet-Oulalge, qui est coprésidente de la Fédération sportive générale du travail, qui est une fédération française créée en 1934, donc vous avez déjà quelques années d'existence, et qui a œuvré et qui continue à œuvrer pour le sport pour tous, et travailler également en matière d'innovation sportive. Donc, si vous pouviez avoir la gentillesse de nous présenter votre fédération, et puis peut-être aussi d'avoir un focus plus particulier sur le projet que vous portez depuis de nombreuses années, notamment en Palestine, en matière de coopération sportive. Je vous remercie. Bonjour à toutes et tous, et en effet, merci beaucoup de votre invitation. Donc, la FSGT, Fédération sportive et gymnique du travail, a en effet été créée en 1934 et on dit que c'est une fédération affinitaire et multisport. Affinitaire parce qu'elle a une affinité dans son histoire. Elle a été créée par le mouvement sportif ouvrier qui s'est uni pour lutter contre la montée du fascisme. Donc c'est son affinité. Et multisport car elle développe aujourd'hui, elle propose une centaine d'activités physiques et sportives, 270 000 pratiquants, 5 000 clubs et organisés donc avec des associations sportives partout sur le territoire en France et également en Outre-mer. Notre projet, c'est celui de considérer que le sport et les activités physiques, si les contenus sont adaptés, sont émancipatrices et doivent donc être un droit pour toutes et tous. Alors, si les contenus sont adaptés, c'est-à-dire que le sport n'est pas forcément émancipateur. Et donc, nous, notre pari, depuis plus de 80 ans maintenant, c'est de se dire qu'il faut parfois changer les contenus d'activité pour faire en sorte que tout le monde puisse y accéder, que tout le monde puisse progresser, du bébé nageur avec ses parents jusqu'à celle ou celui qui va après participer aux Jeux Olympiques, puisque la FSGT aussi produit des champions olympiques et des champions du monde. Ce projet a donc été la source de nombreuses innovations. En effet, on a notamment inventé le football auto-arbitré à 7, qui est aujourd'hui l'activité la plus importante de notre fédération et qui fonctionne extraordinairement bien. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un arbitre, mais il y a donc 14 arbitres sur le terrain. Voilà, c'est vraiment une illustration de la manière dont on a transformé les contenus. On a aussi inventé les structures artificielles d'escalade dès les années 50. L'idée, c'était de faire venir les montagnes dans les villes pour celles et ceux qui ne pouvaient pas se permettre, financièrement parlant, d'aller à la montagne. Alors ce projet il a naturellement eu une incidence internationale dès ses origines, avec l'idée que finalement il ne peut pas y avoir de sport pour toutes et tous dans une société qui n'est pas pour toutes et tous. Et donc très tôt, la FSGT a engagé des coopérations avec des acteurs associatifs dans le monde entier quand il y avait des enjeux de droit.
Elle a par exemple été la première et au début même la seule fédération à s'engager aux côtés des sportifs non raciaux d'Afrique du Sud dans les années 90 en organisant en France des tournées de solidarité. Elle coopère également avec des sportifs japonais pour participer à un relais entre Hiroshima et Nagasaki tous les ans. Depuis quelques années, elle développe des projets de formation dans les camps sahraouis. Elle a également des coopérations avec l'Algérie depuis de très nombreuses années. Et en effet, les projets en Palestine sont tout à fait caractéristiques de la politique de la FSGT, puisque Yannick Noah a gagné Roland Garros en 83, mais en 82, il s'est passé quelque chose d'absolument extraordinaire que tout le monde ignore, mais là je vais le dire. La première équipe palestinienne de football a été accueillie en France par la FSGT, c'était en 1982. Et pour nous, c'était un acte évidemment très fort d'un point de vue et politique et sportif, puisqu'il s'agissait de reconnaître les sportifs palestiniens. Et donc en 1982, il y a eu ce premier match à Vigneux-sur-Seine en Essonne et a suivi une tournée de cette équipe de foot palestinienne. On a également œuvré pour sa reconnaissance au Comité international olympique et plus modestement au sein de la Confédération sportive internationale du travail à laquelle nous adhérons. Nous avons développé des échanges entre les villes et puis en 1999 est né un premier projet qui s'est appelé Hébron Vivre la Ville, donc en zone occupée en Cisjordanie, où l'idée c'était de se réapproprier l'espace public. Donc on a organisé des fêtes des enfants en coopération avec des associations françaises de la FSGT. Ce projet a ensuite nourri un nouveau projet qui s'est appelé Sport Fraternité, qui a été finalement notre premier réseau d'identification et de formation de formateurs et de formatrices en Palestine, d'activités physiques et sportives. Et puis est né aussi à ce moment-là les premières relations et coopérations avec le ministère palestinien de l'Éducation, où on a commencé ensemble à envisager une transformation des enseignements de l'éducation physique et sportive qui était trop calquée sur un modèle élitiste ou d'imitation de gestes techniques. Et l'idée qu'on a pu identifier ensemble, c'est qu'il y avait un besoin d'entrer par le jeu, parce que finalement, quand on permet à un enfant de rentrer par le jeu dans l'activité sportive, on lui permet lui-même de s'approprier le sens de ce qu'il produit. Et puis, pour nous, il y a un enjeu essentiel lié au droit de l'enfant de jouer, surtout dans un contexte d'occupation qui est celui de la Palestine. Donc, on a signé l'année dernière les 10 ans de cette coopération avec le ministre palestinien de l'Éducation. Et puis, développement durable, car ce projet s'inscrit dans une durée, puisque en 2009, on met en œuvre, grâce à l'Agence française de développement notamment, un projet extraordinaire à Hébron autour de la création et la construction d'un centre socio-sportif en plein cœur de la vieille ville d'Hébron. Et ce qui est absolument formidable avec ce centre, c'est qu'il a une piscine. Aujourd'hui, c'est la seule piscine publique de Palestine. Parce que l'idée, c'était, dans cette ville occupée, dans cette zone occupée d'Hébron, de permettre à des enfants, de permettre à des femmes, notamment, d'accéder à l'eau, d'accéder à l'apprentissage de la natation. La symbolique, elle est extrêmement forte quand on sait que la population n'a pas accès à l'eau, n'a pas accès à la mer du fait de l'occupation d'une part. Et d'autre part, moi j'ai vu ces femmes, il y a 1500 femmes qui accèdent tous les ans, qui sont inscrites à l'association, qui accèdent à cette piscine pour nager, pour faire de l'aquagym, enfin voilà, une source d'émancipation absolument extraordinaire. Donc il y a cette piscine qui est aujourd'hui complètement gérée par la ville d'Hébron, donc il y a eu un travail commun de formation à la gestion d'équipements sportifs. Il y a une salle de lutte, la lutte c'est un sport extrêmement populaire et culturel en Palestine, et puis une salle de fitness et de gymnastique utilisée par les femmes. Ce centre socio-sportif, c'est une réussite de tout point de vue, d'un point de vue culturel, d'un point de vue sportif, d'un point de vue sociologique. Il a été tellement une réussite qu'on a continué.
Et donc, on a développé un projet autour de 4 axes qui ont été identifiés en appui sur des séminaires dits de capitalisation avec les acteurs, avec les associations locales, puisqu'on a toujours travaillé avec les associations. Pour nous, c'est extrêmement important de s'appuyer sur les besoins. Et donc, on a identifié 4 besoins. L'accès des femmes, sous l'angle non pas seulement de l'accès des femmes, mais de la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, elles entendent à longueur de journée, les hommes sont toujours plus forts que vous. Non, c'est pas vrai. On a fait un gros travail de déconstruction des stéréotypes, voilà, et de mise en place de projets qu'elles se sont elles-mêmes appropriés. Un travail autour des pratiques partagées pour et avec les personnes en situation de handicap. Là, l'idée, c'est de dire que ces personnes en situation de handicap, finalement, perdent leur handicap quand elles sont en situation sportive. C'est ce dont a témoigné une animatrice il y a quelque temps. Avec comme point d'orgue l'organisation d'un festival des pratiques partagées en Cisjordanie. Donc, un projet énorme avec les associations, les écoles, etc. Un projet à destination des scolaires, où là, l'idée, c'est de continuer à changer les contenus de l'éducation physique et sportive pour que les règles ne soient pas vécues comme des interdits, mais pour que les règles soient vraiment quelque chose que les élèves et les enseignants se sont appropriés eux-mêmes. Pardon. Et le dernier axe, c'est celui qu'on a appelé zone C, c'est-à-dire un projet à destination des enfants qui sont en zone d'occupation. Et là, pour des enfants qui vivent le sentiment d'injustice de manière extrêmement forte, il est vraiment apparu essentiel de rendre visibles ceux qui se sentent toujours mal considérés. Et là encore, avec eux, on a construit des contenus d'activités physiques et sportives pour que, au quotidien, des associations puissent s'installer dans la durée et finalement rendre le droit au sport une réalité. Puisque même si on sait qu'il y a les contraintes liées à l'occupation, moi je veux toujours préciser que ce ne sont pas les seules contraintes, il y a aussi des inégalités sociales croissantes dans un pays qui, comme d'autres aussi, connaissent les politiques libérales qui n'ont pas forcément permis de réduire les inégalités. Voilà, et pour conclure, je regarde à combien, parce que j'ai mis un petit chrono, pile poil. On m'a invité à participer à un séminaire sur l'économie. Je trouve ça très bien parce que jamais on nous interroge sur la question de l'économie parce qu'on considère que le sport, les associations, ça n'a absolument rien à voir avec l'économie. Or, c'est tout le contraire parce que justement, on contribue de l'économie sociale et solidaire parce que finalement, on ne développe pas que de la multi-activité pour des femmes d'un côté, des enfants de l'autre, mais on participe vraiment d'un projet commun, finalement, de l'omnisport, c'est-à-dire une culture, une valeur où l'humain est placé au cœur de la pratique sportive et finalement où on redessine les politiques publiques et c'est là où on contribue réellement de l'économie sociale et solidaire pour une société plus fraternelle et où la culture de paix prend tout son sens. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je retiendrai donc que lorsque on commence bébé nageur à la FSGT, on a une chance de devenir athlète olympique un jour. Donc c'est une excellente nouvelle pour beaucoup d'enfants qui suivront ce parcours. Merci également donc pour votre intervention, dont je retiens également le focus sur le changement des méthodes éducatives qui semble au cœur de votre projet pour aller chercher le sport comme un outil, mais un outil au service d'autre chose. Cette autre chose étant l'éducation, cette autre chose étant le lien social qui se joue sur un terrain de foot ou dans une piscine ou dans un autre environnement. Et puis ce que vous avez eu à cœur de faire dans certains contextes politiques particuliers, en essayant de chercher un consensus à la fois avec cette technique d'arbitrage particulière, et puis en essayant de chercher un consensus dans une ligne de natation ou autour d'un ballon ou autour d'un autre type de pratique sportive, là encore au service de l'accessibilité pour tous.
Je vais maintenant me tourner vers la ministre Sonia Benchir, qui est ministre des Affaires de la Jeunesse et des Sports et ministre de la Santé de la République tunisienne. Donc c'est un double portefeuille qui est peu classique en vérité. Donc ça rend d'autant plus intéressant votre positionnement et ce que vous pourrez nous dire aujourd'hui sur ce sujet. Je vous remercie. Merci, bonjour tout le monde. Je dois expliquer au fait cette double tutelle. On a deux ministères qui sont différents. Le ministère des Affaires de la Jeunesse et Sport et le ministère de la Santé. Parce qu'il y a eu une confusion, les gens pensaient que c'est trois portefeuilles dans un même ministère, mais c'est autre chose. Je suis médecin de formation, je suis professeur à la faculté de médecine et ma spécialité, c'est la médecine préventive et communautaire. J'ai été nommée ministre des Affaires de la Jeunesse et des Sports au mois de novembre 2018. Et la première question qui m'a été posée, médecin à la tête du ministère des Affaires de la Jeunesse et des Sports, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va présenter, quels sont ses programmes. Je n'étais pas la seule à être dans l'histoire de ce ministère, médecin dirigeant ce ministère. Il y a eu un précédent, il y avait deux médecins aussi qui ont assuré ces fonctions. Alors, je vais commencer par parler chiffres, épidémiologiste que je suis. Et mes amis ici présents ont déjà assez parlé et je ne veux pas répéter ce qu'on vient de dire parce qu'en fin de compte, on a presque tous la même vision. Mais juste dire qu'en Tunisie, notre population, elle compte environ entre 11 millions et 12 millions, notre taille de la population. 2 millions de personnes déclarent avoir une pratique sportive régulière. 2 millions, soit 18% de la taille de la population. Encore insuffisant. On a 50 fédérations, 510 membres de fédérations, 1500 associations ou clubs sportifs. Et je dirais toujours que l'enjeu de la responsabilité sociale du sport, c'est d'inclure les personnes qui, en apparence, sont exclues. Je vais parler aussi des textes juridiques et réglementaires qui régissent, moi je dirais, ce mécanisme qui constitue un moyen reconnu, du moins en Tunisie, de promotion de la paix. Ça, on en parle depuis la Révolution, depuis 2011. Parce qu'avant, le sport, c'était un moyen pour nous distraire de la politique. Après la Révolution, on l'a bien compris. C'est le moteur de la paix. C'est le rassemblement de nos jeunes. Et ce n'est pas par hasard si ce ministère que je dirige, ministère de la Jeunesse et des Sports, je dis toujours à mes collaborateurs de la jeunesse que vos collaborateurs du sport sont les moyens pour vous, pour cette jeunesse qui attend beaucoup de nous, responsables politiques. Je vais parler de notre constitution de 2014, parce que la première, c'était les fins des années 50, après l'indépendance de la Tunisie, 1956. Je vais commencer par l'article 8 de la Constitution tunisienne. La jeunesse est une force vive dans la construction de la nation. L'État doit veiller à assurer aux jeunes les conditions nécessaires au développement de leurs capacités. L'article 43 de cette même Constitution de 2014. L'État soutient le sport et œuvre en vue de fournir les moyens nécessaires à l'exercice des activités sportives et de loisirs. La loi 94 du 3 août 1994 portant organisation et développement de l'éducation physique et des activités sportives. Je vais revenir aux chiffres de 18% de l'activité physique régulière et parler là en tant que médecin. Si on dépense 1% de notre budget qui est alloué à la prévention ou à la prise en charge d'une pathologie cardiovasculaire, hypertension ou diabète, ou une pathologie dégénérative comme le cancer et autres, on pourrait diminuer nos dépenses totales en soins de santé publics de 38%.
18%. Pourquoi c'est insuffisant? Et qu'est-ce qu'on a fait pour augmenter ce chiffre-là en un temps record que je considère ce n'est que 7 mois? On est en cours d'évaluation. On est en pourparlers avec le Conseil de l'ordre des médecins, le Conseil de l'ordre des pharmaciens, et on a obtenu gain de cause en tant que ministère des Affaires de la Jeunesse et des Sports. Et maintenant, l'activité physique régulière est une prescription médicale. Dans une ordonnance, on trouve le comprimé, on trouve la gélule, l'injection et l'activité physique régulière en un temps X, la période, et ainsi de suite. La volonté politique, oui, c'est bien ça. Parce que le sport, on a bien compris que ça joue un rôle aussi significatif dans la promotion et l'intégration sociale de nos jeunes et le développement économique. Mais qu'est-ce qu'on a fait réellement? L'État tunisien, ainsi que les sociétés civiles, quand je parle de sociétés civiles, là aussi, après la Révolution, la place est devenue très importante et on parle de vrais partenariats, pas uniquement public-privé, mais gouvernement, État et société civile. On a compris qu'on ne peut pas bouger seul. On a compris qu'on ne peut pas faire avancer les choses seul. Pour accomplir, au fait, cette mission, avec cette volonté politique seule ne suffit pas. Et ce cadre juridique qu'on a mis en place aussi depuis la Constitution de 2014. Mais il y a eu des tentatives aussi en 2014, en coordination avec tous nos partenaires dans le Comité national olympique tunisien, une stratégie nationale pour un sport durable. Un sport durable depuis 2014. Et à travers la création, on a commencé par un comité de pilotage où 8 autres secteurs, c'est-à-dire 8 autres ministères ont été impliqués, bien sûr la société civile et les organisations nationales. 3 documents à ce jour de référence ont été publiés. Je citerai la Charte nationale pour un sport durable, le guide de bonne pratique pour le sport durable et bien sûr un autre document pour les orientations beaucoup plus opérationnelles. D'ailleurs, même le rapport de Cour des comptes de 2015-2018 s'est basé sur ce guide de bonne pratique. On a commencé avec une seule fédération et maintenant on est en train d'essayer de le disséminer et de le promouvoir pour les 49 autres fédérations. Aussi, je vais parler de quelques actions au fait pratiques. On a commencé à faire ça. Nous, on a de vrais, je dirais, on a commencé à avoir de vraies circonscriptions et de localités au mois de juillet 2018. Parce que les municipalités, c'est vrai que c'est très ancien chez nous, mais après la Révolution, ces municipalités, en fait, c'était des nominations beaucoup plus que d'élections. Les vraies élections ont vu le jour au mois de mai 2018. Et à partir de juillet, on a réellement une vraie force locale et une vraie force loco-régionale. Pourquoi j'insiste sur ce fait? Parce que une chose qui m'a paru au départ bizarroïde quand j'ai pris mes fonctions, c'est que l'État construit et met beaucoup d'argent pour l'infrastructure sportive et après, ce sont des structures sportives locales qui doivent assurer une maintenance, qui devaient assurer la maintenance, l'utilisation, la répartition et ainsi de suite. Sincèrement, mais j'ai entendu ce matin quelques discussions et apparemment ce n'est pas spécifique à la Tunisie, donc je suis un tout petit peu tranquille. Mais là, on doit trouver la solution parce que réellement, est-ce que le rôle de l'État, c'est d'allouer des crédits, puis se retirer et rester un visionnaire, mais on revient vers vous quand c'est une catastrophe. Est-ce que réellement c'est notre rôle en tant que décideur ou en tant que tutelle? Là aussi, ce sont des questions à poser et on est là pour répondre et ça va réellement... J'aimerais bien qu'on se partage des idées, nous,
surtout, je vois beaucoup d'amis maghrébins, donc pour voir qu'est-ce qui se passe chez vous. Je vais parler aussi du sport qui est générateur d'emplois. Une autre, je dirais, anomalie que j'ai trouvée dans ce secteur. Heureusement que les solutions sont là. Moi, je crois en la continuité de l'administration. Je suis une technocrate made. Donc, j'ai fait l'administration pendant 22 ans. Donc, je crois en cette administration tunisienne qui est forte. Donc, j'ai trouvé des académies privées, parce que c'est la grande mode maintenant, comme on trouve dans le secteur privé, dans le secteur de la santé, le secteur public et le secteur privé. C'est aussi, je dirais, entre guillemets, la problématique, parce que réellement, est-ce qu'il y a une complémentarité entre le sport public et le sport privé, avec ces académies-là et avec ces académies privées et avec cette infrastructure publique où le manque de maintenance est vraiment, pose problème. Alors, le cahier de charge de ces académies-là privées sont gérés et sont régis par un autre code qui est la mise en place de maisons de loisirs et de centres de loisirs. Donc, ce n'est plus le ministère des Affaires de la Jeunesse et Sport. Avec nos partenaires du secteur privé, des fédérations, on est aussi sur un très grand projet de cahier de charge, aussi pour l'employabilité future. Parce que la Tunisie, c'est une vraie machine de formation. J'étais avec Madame la ministre du Sport ce matin. On a autant de sportifs et d'élites et de clubs, d'associations et de fédérations, alors que la taille de la population est divisée par 6. Donc on est réellement une vraie machine. Ça pose problème. C'est vrai qu'on a des élites, c'est vrai qu'on a 10 000 professeurs parce que c'est une ressource humaine qui est exportable, mais réellement le taux de chômage reste toujours élevé. Donc, pour revenir à ces académies, est-ce que les normes en ressources humaines sont respectées dans l'employabilité? Le plus souvent, ce sont nos vacataires du secteur public qui dirigent ces académies-là. Donc, avec beaucoup de négociations et de discussions, le secteur privé a répondu positivement, que je salue, et ils sont maintenant les architectes partenaires de ce cahier de charge. Donc là, quand on parle d'employabilité, de création d'emplois et je dirais de mouvements fédérateurs. Autre chose, je voulais parler de la célébration aussi annuelle de la journée nationale du sport et de développement olympique. Cette année, on a décidé de célébrer ça au mois d'avril. On l'a fait. On nous a critiqués. Après, on a décidé de refaire la même chose au mois de juin. On va nous critiquer. On est en train de se positionner, chercher, mais c'est ça la vraie vulgarisation du terme activité sportive. Et d'ailleurs, il va y avoir toute une semaine à partir de 20 juin. D'ailleurs, la Tunisie est la capitale de la jeunesse arabe à partir du 21 juin 2019 jusqu'au 20 juin 2020. Et à cette occasion, il va y avoir une série de manifestations tout au long des régions, parce qu'on est à 24 gouvernorats, à peu près 250 à 300 manifestations par semaine sportives, locaux-régionales, et c'est la même chose qu'on va revoir tout au long de l'année avec des thématiques qui vont changer. Je parlais avec mon ami tout à l'heure et on parlait aussi dans le cadre de la vulgarisation, le street working out. Un basketteur connu, une ancienne basketteuse. On a commencé à mettre, dans le cadre de la vulgarisation, des panneaux de basket partout. Et ça va commencer au mois de septembre, parce qu'avec le lancement des appels d'offres, les cahiers de charges, les procédures administratives, je sais que ce n'est pas spécifique à la Tunisie. Sûrement, nos amis ici présents vivent la même chose. Mais bien qu'on ait des financements, moi je leur ai dit, pour mes collaborateurs, on n'a pas de problème de financement. C'est une lenteur administrative parfois qui vous rend
non crédible vis-à-vis de la population et vis-à-vis de vos collaborateurs. Mais on y croit toujours, on est optimiste. Et à partir du mois de septembre, on va avoir des stades de quartier, mais vraiment des stades de quartier de mini-foot et des panneaux de basket partout avec cette technique de street working up qui ne coûte rien du tout, mais personne se considère exclu. Moi, je ne vais pas parler du handicap, je ne vais pas parler du féminisme sportif, mais je dirais exclu parfois, même par l'âge. Donc, où on est trop jeune, où on est, excusez le terme, assez vieux pour faire le sport. Donc, bon, il y a beaucoup d'idées et je ne veux pas me répéter et laisser la parole pour nos amis ici présents. Mais j'aurais à intervenir après, cher ami, sur sport féminin, sport femmes, tout à fait. Donc, je terminerai, j'enchaînerai tout à l'heure au cours de mon autre intervention. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour cette intervention qui, je pense, si j'ai bien compris votre propos, illustre la façon dont votre politique vise à préparer la Tunisie de demain dans ses enjeux à l'échelle de l'individu, plus de sportifs, des personnes en meilleure santé, et puis avec un impact macroéconomique sur l'état des finances publiques et l'état du budget du ministère tunisien de la Santé, la création d'emplois et le partenariat public-privé que vous essayez de construire pour la gestion des infrastructures de votre pays. Donc merci pour ces éléments et puis d'avoir rappelé que le sport est une priorité qui est inscrite jusque dans la constitution de votre pays, ce qui, je pense, est très illustratif de l'impulsion politique dont les pays ont besoin pour avancer et pour être forts dans le domaine du sport. Je vais maintenant donner la parole à William Jacob, donc, qui est directeur Afrique-Maghreb de la National Basketball Association. Will, vous êtes un business leader d'héritage africain. Vous avez grandi en Europe et travaillé dans le conseil en stratégie et en innovation avant de lancer votre société, puis de rejoindre NBA Africa il y a 5 ans. Vous êtes aujourd'hui en charge du business développement et des affaires publiques et vous avez su développer des projets d'envergure partout en Afrique grâce à des partenariats innovants dont l'un a été récemment conclu avec l'Agence française de développement. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette table ronde aujourd'hui pour nous donner votre vision de société sportive d'envergure internationale qui regarde aujourd'hui le marché africain dans son ensemble et la façon dont elle entend se développer et accompagner le déploiement de son activité, notamment un exemple à travers ce partenariat avec l'AFD, mais peut-être que vous aurez d'autres exemples à nous présenter. Je vous remercie. Absolument. Merci Madame la Ministre. Merci, bonjour à tout le monde. La première chose que je voudrais dire, je suis ravi d'être sur ce panel parce que ce panel finalement représente la réalité, la diversité du marché du sport et de la société française avec un nombre équivalent d'hommes et de femmes notamment. Donc le marché du sport et l'économie du sport, je pense qu'il est important de rappeler avant tout quelques chiffres clés parce que c'est là qu'on va pouvoir évaluer quelle est l'opportunité que le marché propose et quelle est la dimension de ce marché dans le monde arabe, que je considère également arabe, mais également africain. Alors le marché du sport aujourd'hui mondialement, c'est environ 1,52 2000 milliards de dollars. 40% de ces 2000 milliards de dollars sont réalisés sur le marché nord-américain, à savoir les États-Unis, avec bien sûr la NBA, la NHL, NFL et d'autres sports, et bien entendu le Canada. Donc 40% sur le marché nord-américain, 35% sur l'Europe et le Moyen-Orient. On n'a pas de détails clés, hein. Les cabinets comme A.T. Kearney ou PwC n'ont pas encore fait le détail sur la Moyen-Orient et Afrique du Nord. Mais on va dire à peu près 35%. Le reste étant sur l'Asie et puis l'Amérique du Sud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Afrique, quelque part, elle est très peu existante ou pratiquement pas existante. D'accord? Le taux de croissance annuel du marché du sport mondial, c'est 4%.
Donc c'est un taux de croissance extrêmement fort quand on compare à d'autres industries mondialement parlant. Okay. La dernière chose que je souhaitais partager, c'est que ces chiffres-là sont des chiffres qui principalement se basent sur une approche méga event. Donc quand on pense à l'économie du sport, et la preuve c'est aujourd'hui à travers les différents panels sur lesquels on a échangé, on pense à la CAN, on pense à la Coupe du Monde, on pense principalement à des méga events. Cependant, le sport, c'est loin d'être des méga events. C'est également des amateurs, c'est des enfants, des garçons et des filles qui pratiquent le sport au quotidien et par conséquent qui consomment le sport au quotidien. Et là, d'un point de vue business, je pense que c'est très important d'avoir cette pensée-là parce que un Décathlon, par exemple, va faire énormément d'argent à travers l'Europe, mais également l'Afrique. Ils ont récemment ouvert 2 magasins à Johannesburg, où j'habite, en Afrique du Sud. Ils en ont un au Ghana, aujourd'hui à Accra. Ils en ouvrent d'autres, à Abidjan, Côte d'Ivoire. Et bien entendu, j'allais terminer par, Madame la Ministre, effectivement, la Tunisie. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous l'avez compris, le monde amateur, et notamment la jeunesse, est clé pour la réussite dans le monde du sport. Dans l'économie du sport, il est déterminant de pouvoir approcher la jeunesse, de la faire participer à notre économie et de la faire consommer notre sport. Ça, c'est le focus numéro 1, donc la jeunesse. Le numéro 2, c'est que selon moi, ma vision, c'est que le sport n'est pas uniquement la pratique sportive. L'exemple de la NBA, c'est que nous, finalement, vous savez, on a à peu près 700 millions de fans à travers le monde et seulement 5% de ces fans sont entrés dans une salle de basket NBA, seulement 5%. Mais la majorité ne sont jamais allés dans une salle de basket NBA, mais par contre, ils adorent notre marque. Et beaucoup d'entre eux ne connaissent même pas les règles du basket. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la capacité à transformer notre sport en entertainment, comme on dit en anglais, ou en divertissement. Et je pense que c'est là la clé pour le futur de notre économie. C'est de faire en sorte que cette ligne traditionnelle, entre guillemets, qui pour moi est désuée entre le sport et puis le divertissement, elle ne doit plus exister. En fait, tout doit être en un. Donc on doit pouvoir, en tant qu'acteur du sport, pouvoir proposer un produit qui dépasse le cadre du jeu, que ce soit le football, le basket, le volley, etc., pour faire en sorte que notre sport soit un produit consommable. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par consommable? Alors, consommer le sport, en l'occurrence le basket pour nous, c'est de consommer le sport à travers la pratique de ce sport. Donc, Madame la Ministre, vous avez raison, le streetball, c'est quelque chose de très important et il permet la pratique des garçons et des filles. Et nous, d'un point de vue basketball et NBA Africa, on est particulièrement fiers de faire en sorte que la pratique de ce sport est ouverte aux garçons, mais également aux filles. Et elle est ouverte aux garçons et aux filles, mais pas seulement à Tunis, mais également à Nabeul, à Abidjan, à Radès, d'où vous venez effectivement, mais également dans les campagnes et les zones rurales africaines et bien entendu du monde arabe. Donc ce n'est pas seulement les Al-Ahli, par exemple en Égypte, ou le club de Salé au Maroc, mais c'est également dans les petites zones rurales qu'on doit rendre le sport accessible. Donc ça, c'est la première manière de consommer notre sport. La deuxième manière de le consommer, c'est également d'un point de vue merchandising. Donc c'est comment on s'habille, les casquettes, les t-shirts, les pantalons, etc. Donc ça, c'est la deuxième manière de consommer notre sport. Il y en a multiples, mais je vais m'arrêter aux 2 dernières. Les 2 dernières, c'est la partie digitale. Donc oui, effectivement, sur toutes les plateformes qui existent, qu'elles soient social media ou website, on consomme notre sport. Et pour les acteurs de ces secteurs d'activité-là, c'est générateur de revenus. Et puis bien entendu, la dernière manière de consommer le sport, c'est la manière traditionnelle qui existe depuis toujours, à savoir la télévision, qui génère des droits médias extrêmement importants. D'accord? Donc une fois qu'on a dit ça, comment voit-on le sport dans le futur, et nous particulièrement d'un point de vue NBA? Il me semble, de ma perspective, que la première chose, c'est effectivement être capable de proposer un produit qui est solide, donc qui n'est pas focus uniquement sur votre sport, mais qui englobe la totalité, à savoir le divertissement. Ça, c'est la première chose. Il faut faire en sorte que votre sport soit accessible, aussi bien dans les zones urbaines que dans les campagnes, dans les zones rurales, et sur les différentes plateformes que j'ai mentionnées tout à l'heure. Il faut faire en sorte que, et là j'en reviens à notre discussion, Madame la Ministre, faire en sorte que les acteurs publics et les acteurs privés puissent travailler ensemble. Donc on parle beaucoup des partenariats publics-privés. D'accord? Donc c'est d'avoir un système
inclusif au maximum, qui va permettre un développement économique durable, mais un développement également social et sociétal durable. Donc j'en viens aux objectifs des Nations Unies, ce qu'on appelle les objectifs de développement durable. Selon moi, il y a trois objectifs qui sont par nature intrinsèques à notre sport. Le premier, c'est l'objectif numéro 3, qui est lié au bien-être et à la santé. Le deuxième, c'est l'objectif numéro 4, qui est lié à l'éducation. Donc toutes les valeurs éducatives de notre sport ne sont plus à expliquer. Et bien entendu, numéro 5, pardonnez-moi, sont les aspects de genre. Donc la capacité à ouvrir nos sports aussi bien aux garçons qu'aux filles, aux jeunes et aux moins jeunes. Donc je pense effectivement que les développements de partenariats publics-privés sont la clé de la réussite pour nous, avec chacun avoir la capacité de faire son job et de délivrer sa promesse. Donc les entités publiques doivent être capables de développer des infrastructures, donc des routes, des gymnases, etc. Mais du côté privé, on doit être capable également d'offrir la compétence de manager le gymnase. Donc on a besoin de gens qui fassent du facility management, qui savent comment proposer des stratégies durables qui vont au-delà d'avoir un stade prêt pour la CAN, par exemple. Alors, est-ce que ça fait sens de construire un stade de 60 000 places pour un pays qui compte moins de 10 millions d'habitants? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir autrement à une approche plutôt peut-être régionale? On va dire, on a 4 groupes pour ce championnat-là, et puis le pays 1 va accueillir le groupe A, et puis le pays 2 va accueillir le groupe B, et C, D, ainsi de suite. Et faire en sorte qu'on travaille tous ensemble pour un bénéfice commun et un bénéfice qui va être durable, mais véritablement durable. Et la dernière chose, effectivement, pour moi, c'est la création de filières sport complètes qui va commencer, bien entendu, avec les gens sur le terrain. Donc, on regarde l'élite. Mais pour moi, l'élite, elle est secondaire. Ce qui est important, c'est vraiment le côté amateur. Dans le amateur, ça va être les gens qui vont jouer sur le terrain, mais il y a également des médecins du sport dont on va avoir besoin. On va avoir besoin de marketeurs. On va avoir besoin de gens comme vous qui vendez des équipements. On va avoir besoin de métiers nouveaux. Tous les métiers liés au digital, par exemple, ça, c'est des nouveaux métiers. On va avoir besoin de ces compétences-là pour pouvoir offrir un produit solide, un produit qui est vendable et un produit qui est, comme on dit en anglais, bankable. Donc, on va pouvoir faire de l'argent là-dessus et puis proposer des jobs à cette jeunesse. Parce qu'au final, la jeunesse du monde, vous savez, elle est arabe et elle est africaine. Donc, dans quelques années, un humain sur 3 sera africain. Et quand on regarde spécifiquement sur le coin arabe, je sais que c'est à peu près 400 millions de gens, si on va jusqu'à l'Arabie Saoudite, etc., 400 millions de gens, mais sur ces 400 millions, 200 millions sont actuellement en terre africaine. L'Égypte avec 100 millions, nos amis algériens, je crois que vous êtes 55, quelque chose comme ça. Combien ? 42, pardon, excusez-moi, et puis le Maroc. Donc à peu près la moitié de cette population, elle est africaine. Donc il est extrêmement important pour nous, je pense, d'avoir une approche globale pour l'économie du sport et faire en sorte que, effectivement, ces opportunités-là, on puisse les structurer et les proposer aux différentes personnes. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention qui montre comment un ballon de basket peut entraîner avec lui une filière composée d'amateurs, composée de médecins, composée d'équipementiers. Et je vous remercie pour cette approche très business qui vient utilement compléter les propos qui ont été tenus jusqu'à présent et qui vient illustrer la complémentarité nécessaire entre le secteur public et le secteur privé pour accompagner le développement de cette filière. Nous allons maintenant passer à notre dernière intervention. Marie-Cécile Tardieu, qui est chef du service économique régional de l'ambassade de France au Maroc. Donc, le Maroc mène une stratégie offensive de diplomatie sportive et espère être, dans quelques années, en mesure d'accueillir certaines des grandes compétitions comme la Coupe du monde de football. La candidature de 2026 pour le Maroc était la 5e candidature du Maroc afin d'accueillir la Coupe du monde de la FIFA après plusieurs tentatives infructueuses. Le gouvernement marocain finance également de nombreuses infrastructures sportives et vous-même, dans votre rôle auprès de l'ambassade de France au Maroc, vous avez eu à cœur de travailler sur ce segment d'activité. Vous accompagnez tous les acteurs marocains, vous avez accompagné les acteurs français dans la création d'une filière sportive et vous avez contribué à la création de l'association de promotion du sport en entreprise
du réseau des ambassades sportives et du 10 km pour la paix de Rabat. Merci beaucoup pour votre intervention. Bonjour. Merci pour cette introduction. J'avais un petit propos introductif, mais je me sens quand même obligée de réagir à ce qui vient d'être dit. Je partage beaucoup de tout ce qui a été dit par les précédents intervenants, mais j'ai quand même un petit blocage sur le sport est un produit. C'était très, très intéressant d'avoir effectivement cette dimension économique, mais ça m'inquiète beaucoup de voir qu'il y a finalement si peu de gens qui pratiquent le basket alors qu'ils sont fans de la NBA, parce que je pense que dans notre réflexion et le sujet que nous traitons aujourd'hui, on est vraiment dans la question à la fois des valeurs du sport et de la pratique. Et je pense que ça fait beaucoup réfléchir quand même cette discussion que vous avez posée sur le marketing finalement et le lien entre le développement du sport et le marketing. Sur le point sur lequel je pense que je partage totalement votre vision, c'est que sans doute la réflexion au développement durable est un peu limitative. Si on devait réfléchir à ce qu'est le sport, c'est sans doute un facteur de croissance inclusive. Ça, je pense que c'est un peu plus général de parler de croissance inclusive, et je vais m'expliquer. Un des acteurs qui manque aujourd'hui autour de cette table, c'est les collectivités locales. Parce que si vous regardez en France, qui finance le sport, ce sont les collectivités locales. Le sport, c'est des territoires. Et c'est très important de revenir aussi à ça, parce que les territoires, quand on parle de territoires comme le Maroc ou des régions que l'on évoque depuis ce matin, elles ne sont pas nécessairement connectées à la planète des GAFA. Et donc la question du développement durable par le sport, et ce que peut apporter le sport, il se regarde en regardant un peu ce que sont les territoires. Et si le Maroc, dont j'essaye de me faire l'avocate aujourd'hui en tant que représentante de l'ambassade de France au Maroc, peut conduire une politique de diplomatie sportive, c'est que le Maroc a tous les univers. Il a la mer, il a la montagne, il a le sable, il a les golfs. Et c'est une opportunité incroyable pour faire de l'activité économique, de la croissance inclusive à travers le sport. Donc, ce qui est très important, je pense, pour tous les acteurs ici présents, c'est de revenir à cette dimension territoriale. Et vous avez tout à fait raison, je pense, quand vous avez parlé, il faut penser aux villes, mais il faut aussi penser hors des villes. Parce que quand on réfléchit au sport en matière de développement économique, et si on regarde les avantages comparatifs des régions, ce sont les régions préservées, les régions naturelles, qui aujourd'hui sont à même d'attirer un grand nombre d'amateurs de pratiques sportives du bassin de consommateurs européens. Et Arkema est là aujourd'hui, qui fabrique des baskets qui permettent de faire de marathon ou d'autres qui permettent de faire du trail. Mais quand vous avez des gens qui mettent plus dans leur basket que le salaire minimum moyen dans un pays, vous avez la possibilité, quand vous organisez des ultra-trails, que ce soit à Chefchaouen ou dans l'Atlas, d'attirer d'attirer des devises et de faire de l'aménagement du territoire. Donc les territoires, je pense que c'est déjà un point essentiel quand on doit réfléchir à ce développement du sport. Deuxièmement, le vrai sujet, et je crois qu'on l'a abordé de façon un peu éparse depuis ce matin, c'est la formation. Et ça a été très bien dit, et je veux rendre hommage à tout ce que fait Diambars en Afrique. Quand on met des jeunes et qu'on les forme dans des écoles qui parlent de foot, il y en a très peu qui deviendront footballeurs, mais il y en a un certain nombre qui vont faire autour du sport un certain nombre de métiers. Et cette formation, à la fois aux valeurs et à un métier que l'on peut apprendre autour du sport, elle est fondamentale. Et là-dessus, je pense qu'il faut regarder les sports sans aucun a priori. On évoquait tout à l'heure entre nous le golf. Le golf est très connoté, socialement et autres. Mais quand on veut avoir de beau golf, il faut des pépiniéristes. Il faut des jeunes qui n'ont pas besoin d'être des ingénieurs, mais il faut avoir des formations agricoles. Donc l'enseignement agricole, avec lequel d'ailleurs des fortes coopérations sont menées entre la France et le Maroc, ça permet aussi de faire de la formation et de donner de l'emploi.
Donc je pense que cette question de la formation, elle entre pleinement dans le potentiel, Madame la Ministre, vous l'avez vous aussi évoqué. Le sport, vecteur de développement durable, nous impose aussi de penser de façon globale. Et Madame la Ministre, vous êtes la grande illustration de ce point-là. Pour pouvoir attirer des événements sportifs d'ampleur, pour pouvoir attirer de la pratique sportive de la part d'amateurs qui sont quelquefois à la recherche de sensations fortes, il faut aussi avoir une offre de santé. Quand moi j'étais allée pour rencontrer à Osgore la fédération de surf et leur parler de la coopération avec la fédération marocaine, on me disait oui c'est bien, on vient faire des summer camps, mais le problème c'est que s'il y a un gamin qui a un problème, où est l'hôpital le plus proche de Darla? Quelles seront les possibilités d'aller faire soigner les personnes qui viennent? Donc c'est là aussi très important pour les différents acteurs du sport d'essayer d'avoir cette approche globale. Et dernier point, ça a été très bien évoqué par la NBA, c'est l'innovation. Il est très clair qu'aujourd'hui, un très grand nombre d'acteurs du sport se positionnent sur l'innovation. On a des filières qui peuvent sembler être des filières traditionnelles, comme par exemple tout ce qui est la filière équine. Mais en France, il y a un pôle, le pôle Hippolia, qui développe des projets qui sont extrêmement intéressants en faveur de tout ce qui est pratique lié au sport équestre. On a des hackathons qui tournent sur le thème du sport, où on a Fonds Remeux qui accueille un certain nombre de start-up pour voir le lien entre finalement l'innovation et le sport de montagne. Donc on voit bien à travers la pratique sportive, le développement du sport, et là je parle essentiellement du tourisme sportif, un énorme potentiel qui n'est pas simplement tourné vers la préservation de la nature, mais vraiment vers une croissance inclusive. Et si on regarde un certain nombre d'événements que le Maroc a organisés, si on regarde par exemple Saïdia qui avait accueilli des masters de taekwondo, l'occupation des hôtels sur la courte durée des masters, c'est l'équivalent de 3 mois d'occupation de la station balnéaire. Le tournoi Hassan II récemment au Maroc, à Rabat, avait vu l'offre hôtelière de Rabat totalement saturée. Donc on voit à travers la possibilité qu'offre le sport, la possibilité à la fois d'avoir un développement territorial très riche, mais aussi de toucher toutes les catégories de la population. Et j'insiste sur cet aspect de la formation. Donc c'est pour cela que du côté de l'ambassade de France, on essaie de travailler avec les autorités marocaines et surtout les collectivités locales. Parce que dans la recherche de l'équilibre territorial, qui est un impératif pour le Maroc, de réussir à attirer des activités autres sur les autres lieux que l'axe Tanger, Rabat, Casablanca, il est très intéressant de regarder des opportunités comme ce que peut être le tourisme équestre dans la région de Fès-Meknès, que l'on travaille en lien avec la Grande Sologne. Ceux qui connaissent la Motte-Beuvron savent tout le potentiel que cette région ou ce pays a pu tirer du développement de mobilité douce. Donc on essaye au niveau de l'ambassade de travailler sur le tourisme sportif. On essaye aussi, et c'est en cela qu'on a encouragé la création de l'association de promotion du sport d'entreprise, et j'étais très heureuse d'écouter Madame sur ce qu'elle a déjà pu faire. Et le Maroc, donc, ayant créé cette association, a rejoint la Fédération mondiale du sport en entreprise, est devenu, Younes El Meshrafi, le directeur général de la MDGS, est devenu, il y a 2 jours, vice-président de la Fédération mondiale pour représenter le continent africain. Parce que si l'on veut avoir le développement du sport, il faut changer de mindset, en fait. Et il faut que dans les entreprises, on ait cette conviction que certains grands patrons ont, parce que c'est souvent une question de leadership, que le développement de l'activité physique et sportive permettra d'améliorer la compétitivité. Ce n'est pas du tout un coût, c'est un investissement pour les entreprises. Et on a aussi besoin des entreprises, c'est ce partenariat public-privé qui permet de commencer à penser un écosystème du sportif. On le voit bien, si on veut développer des sportifs de haut niveau, si on veut convaincre des parents
de laisser leurs enfants faire des carrières sportives, avec tous les aléas que cela représente, il faut développer, comme la France l'a développé, des contrats d'alternance, un soutien, des grandes entreprises qui permettent d'accompagner ces sportifs. Donc cette réflexion et cet encouragement à accompagner les entreprises, l'ambassade l'a conduite. Mais pour terminer, je dirais que si on veut encourager le sport, il faut être soi-même exemplaire. Difficile d'aller dire aux autres, il faut faire du sport dans vos entreprises et puis soi-même simplement regarder les matchs de la NBA à la télé. Donc, du coup, l'ambassade de... non, mais je viens à l'inauguration à Zenata et j'aime beaucoup le basket. Et vous serez la bienvenue. L'ambassade a donc adopté une charte, une charte sportive destinée à encourager la pratique sportive auprès des collaborateurs, ce qui nous a permis créer ce sorte de concept d'ambassade sportive à Rabat, sur le modèle de ce que la France a fait pour les ambassades vertes, et puisqu'en lien avec la COP22. Et nous avons été très heureux de noter qu'en fait, cette volonté d'être ambassade sportive a séduit d'autres ambassades à Rabat. Et donc, nous avons désormais un réseau des ambassades sportives. Nous sommes désormais en avance petit à petit, 15 ambassades qui encouragent la pratique sportive auprès de leurs collaborateurs, qui dialoguent avec les fédérations marocaines pour faire connaître les événements. Parce qu'un des grands défis pour un pays comme le Maroc, c'est aussi de faire connaître les grandes rencontres qu'ils organisent. Et je pense que nombreux d'entre vous ici présents qui aimez le sport savez qu'il y a un meeting de la Diamonds League à Rabat dimanche prochain. Mais essayer de faire développer en fait cette communication autour des événements et la participation des ambassades à cette démarche me semble être une façon pour l'État d'être exemplaire, et cette exemplarité, on espère qu'elle pourra être conduite dans d'autres pays. Merci beaucoup, Marie-Cécile Tardieu, pour votre propos. Donc, le sport comme vecteur de développement territorial, le sport comme vecteur de développement de la santé, comme vecteur du développement et de la préparation de l'avenir d'un pays, le sport comme vecteur du développement d'une activité, d'une filière et d'une entreprise qui est la NBA aujourd'hui, le sport au service d'un projet politique et d'un projet de paix, et puis le sport comme vecteur de transformation d'une entreprise avec cette conviction que l'entreprise doit être en adéquation avec les valeurs de ses clients. Donc je pense que ce sont un certain nombre de propos qui illustre la diversité du secteur sportif, des enjeux qui s'y jouent. Et donc, je me remercie beaucoup nos intervenants pour avoir accepté de venir illustrer ces propos. Alors, le temps tourne assez vite et je voulais proposer à ceux qui le souhaitent de prendre quelques questions de la salle et puis ensuite, chacun pourra y répondre. Donc, je vois déjà une main là-bas qui se lève. Oui, monsieur. Bonjour, Florent Colliot, je suis le directeur général de la société NLX, donc Next Lighting Experience. C'est une société de Touraine d'une vingtaine de personnes qui s'est illustrée à l'Institut du monde arabe en développant le système d'éclairage dynamique qui équipe cette fabuleuse façade de Moucharabieh. Et donc, je n'ai pas vraiment de questions, j'ai une proposition et des informations à vous apporter sur un sujet de développement durable que vous n'avez pas cité, qui est le climat. Alors comment je vais passer de mon activité au climat ? Eh bien tout simplement en vous parlant de la promotion du sport la nuit. Donc évidemment pour un dirigeant de PME d'éclairage, c'est très intéressant pour moi que les sportifs fassent du sport la nuit, mais c'est effectivement très intéressant pour diverses raisons. Alors d'abord, dans le monde professionnel, tout d'abord, faire du sport la nuit, dans le monde arabe, c'est pouvoir accéder à des créneaux télé avec des heures de grande écoute, en Europe et aux États-Unis. Donc c'est très intéressant, mais c'est aussi très intéressant pour le monde amateur. Pourquoi ? Parce que les gens qui travaillent le jour, ils sont bien contents de pouvoir faire le sport à la fin de la journée quand la nuit tombe.
Dans des pays très chauds comme les vôtres, c'est plus intéressant de jouer au tennis ou au foot quand le soleil s'est couché plutôt qu'en plein après-midi. Et puis, lorsque vous investissez de grosses sommes d'argent dans les infrastructures, rallonger la durée de retour sur investissement de ces infrastructures en rallongeant la journée, c'est aussi très intéressant. Alors vous allez me dire, oui, mais éclairer des terrains de sport, c'est pas du tout écologique, c'est pas bon pour le climat. Et c'est peut-être ce que vous rétorqueront les gens à qui vous pourrez dire, ah bah il y a un gars à l'Institut du monde arabe qui a eu l'idée de faire plus de sport la nuit. Eh bien non, aujourd'hui, je vous laisse vous apporter l'information suivante, qui est qu'il existe des systèmes d'éclairage qui permettent de éclairer, par exemple, un terrain de tennis pour moins de 1 euro la soirée, et puis sans travaux, sans... je vois que je vous gêne un peu, mais voilà. Oui, j'ai dit parce qu'on a discuté longtemps. D'accord. Mais juste, vous m'avez adressé la parole, donc je dois vous répondre. La Tunisie, c'est le nord de l'Afrique. On a le même climat que Nice. Oui, alors justement, à Nice, alors vous faites bien de le dire parce que en fait, c'est à Nice que nous vendons le plus d'éclairage parce que justement, de nombreux cadres niçois trouvent qu'il fait vraiment très chaud pour faire du sport la journée. Enfin, juste cette intervention. Beaucoup, si vous pouviez être court. Pour vous indiquer qu'il était possible, avec des nouvelles technologies, de faire du sport le soir, éclairé, et de respecter la planète et d'être conforme aux objectifs du GIEC. Merci. Merci beaucoup. On va prendre 2 autres questions ici, et puis ensuite je proposerai aux différents intervenants de bien vouloir répondre à ces propos. Bonjour, Fabien Meyer. Je travaille avec Richard Attias dans l'organisation d'événements, en particulier sportifs et à dimension politique. Et je suis spécialisé en Afrique et Moyen-Orient, justement. On a parlé tout à l'heure, en particulier Madame Tardieu, de la promotion des événements sportifs dans le monde arabe. Et je vous avoue que j'ai été un petit peu surpris qu'aujourd'hui ait été occultée l'existence des Jeux africains qui vont avoir lieu à Rabat du 19 au 31 août et qui vont accueillir 54 États et plus de 6000 athlètes. Et je voulais savoir, puisqu'en fait ça correspond également au retour du Maroc au sein de l'Union africaine au niveau de la dimension sportive, et je voulais savoir un petit peu quels étaient le positionnement et les actions éventuelles qui avaient été prévues, en particulier avec l'ambassade de France. Merci. Merci beaucoup. Une autre question, monsieur, je crois. Donc, rebonjour. Je m'étais présenté le matin. Je suis architecte urbaniste dans le groupe des ESIS. Ma question, elle part pour M. Jean-Philippe. En fait, le thème de cette table ronde s'articule autour du développement durable, qui est sous 3 grands principes, c'est-à-dire l'écologie, le social et l'économie. Maintenant, je voudrais savoir votre posture, étant donné que les vêtements sportifs sont au cœur de 2 problèmes, qui sont le gaspillage d'eau à travers les lavages et le gaspillage vestimentaire. Genre, sur 5 millions de vêtements, on jette 4 millions. Et je pense fortement qu'un problème, ça se règle depuis la source. Et je voudrais savoir en fait votre profil par rapport à ces 2 grands problèmes qui s'impactent sur tout ce qui est l'écologie. Merci. Merci beaucoup. Je prends une dernière question et puis ensuite je donnerai la parole aux intervenants pour répondre aux points comme ils le souhaitent. Oui, monsieur. Ma question elle est toute simple. Je m'adresse à la représentante de l'ambassade de France au Maroc. Peut-être que je ne l'ai pas dit ce matin, mais l'Algérie organise le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations de football, qui a été d'ailleurs organisé par le Maroc. Alors ma question elle est toute simple. Est-ce que c'est rentable et quelles ont été les retombées? D'autant plus que que le Maroc a organisé, parce que il est venu au secours de la CAF, parce que la compétition devait être organisée par un autre pays, et c'est le Maroc qui a pris le relais, compte tenu d'un certain nombre de facteurs. Est-ce que ça a été une compétition rentable, et quels ont été les impacts? Merci beaucoup. Et moi, j'ajouterai une dernière question pour ensuite donner la parole aux panélistes. Aujourd'hui, à l'Agence française de développement, on travaille sur le thème du sport comme un facteur d'égalité
entre les femmes et les hommes. C'est un enjeu qui est très important pour nous. Et concrètement, le sujet que nous avons aujourd'hui sur le terrain, c'est de voir comment est-ce qu'on fait pour casser des clichés, pour casser des codes et pour permettre à des femmes qui le veulent de pouvoir venir sur les terrains de basket, de foot également. Quelles sont les méthodes que vous avez pu expérimenter? Comment est-ce que sur le plan opérationnel, vous avez pu travailler sur ces problématiques pour ceux qui l'ont fait? Voilà, je propose de commencer par Marie-Cécile Tardieu pour répondre aux différents points et puis ensuite de dérouler la ligne jusqu'à moi. Merci beaucoup. C'est assez étonnant parce que finalement, vos deux questions se rejoignent. Le défi qu'a le Maroc, c'est de travailler avec beaucoup plus d'anticipation sur la préparation des grands événements sportifs qu'il organise. Et donc le Tchad, ça s'est fait effectivement en dernière minute. On n'a pas de résultats connus d'évaluation par le Maroc. Et d'ailleurs, dans le cadre de nos échanges entre ministères des Sports, on réfléchit à ce que les Marocains puissent avoir un observatoire de l'économie du sport, comme il existe en France, pour pouvoir précisément calculer les impacts. Le grand intérêt du Maroc, c'est qu'il a des infrastructures assez facilement mobilisables, et donc ça lui permet d'accueillir à relativement moindre coût, au pied levé, des compétitions. Ce qu'il n'arrive pas à développer, et ce que l'on souhaite voir développer, c'est tout ce qui est sponsoring sportif. Mais pour développer la rentabilité de ces événements et ce sponsoring sportif, il faut travailler dans l'anticipation. Et on rejoint la question de monsieur, qu'y a-t-il donc aujourd'hui de prévu pour les Jeux africains? Rien. Je le sais qu'ils sont bientôt organisés parce que nous sommes très mobilisés au niveau de l'ambassade sur les sujets sportifs. Mais je pense que vous faites un sondage rapide, même dans la communauté d'affaires marocaine, et très peu de personnes sont aujourd'hui mobilisées sur ces Jeux africains qui sont, de mon point de vue, un rendez-vous très intéressant et très important. Et l'ambition que nous avons eue de créer le réseau des ambassades sportives, c'est précisément pour essayer de relayer au minimum au sein de nos propres réseaux respectifs nationaux des informations sur les événements sportifs. Je vous prends un exemple. Donc, je vous disais, le 16 juin, il y a le meeting d'athlétisme. Donc là, on a travaillé avec la Fédération d'athlétisme pour que les ambassades du réseau puissent être invitées et l'information en amont. Au mois d'avril, vous avez eu des masters de karaté. Des délégations du Pérou sont venues. Vous avez eu en mars un meeting de tir sportif. Des fédérations internationales sont venues. Vous avez chaque mois un nombre incroyable d'événements sportifs au Maroc de niveau international et très souvent qualificatifs pour des événements de dimension continentale. Et donc il y a un énorme travail, je pense, à faire de renforcement de la communication sur ces événements, de travail sur le concept de sponsoring du sport pour pouvoir amener des revenus autour de ces événements et aussi amener un public. Parce que c'est en voyant du sport sur le terrain et aussi sur d'autres moyens, mais c'est en voyant le pratiquer ce sport qu'on peut aussi attirer des jeunes à développer cette pratique sportive. Et je pense que là-dessus, nous, on est prêts du côté de l'ambassade de France à activer tout au réseau, à accueillir le maximum de personnes qui seraient intéressées par cet événement africain majeur pour pouvoir lui donner le rayonnement qu'il mérite. Merci beaucoup. Madame la ministre, si vous souhaitez intervenir. Je ne sais pas si on m'avait posé la question directement, monsieur, ou juste une constatation. D'accord, parfait. Donc, et sur le thème de l'égalité entre les femmes et les hommes et de leur... passe à la deuxième. Non, oui, moi, je pensais que... je propose de répondre à la volée des questions, sinon ce sera trop long pour... Ah d'accord, ok, c'est bon. Alors... la femme tunisienne. De manière synthétique quand même. Oui. Parce que je ne sais pas si on aborde le deuxième thème ou c'est juste une réponse. C'est une réponse. C'est une réponse. Une réponse. Bon, je n'ai pas de réponse. Je préfère intervenir après pour parler de la vraie femme sportive tunisienne. Ah d'accord. Ok, bon. Alors, moi, je vais commencer par 56, l'année de l'indépendance.
et commencer par le code du statut personnel qui a donné à la femme ses pleins droits. En fait, dans une vision avant-gardiste d'équilibre et de justice sociale. Donc, parler du sport féminin, parler de la relation où la femme tunisienne essaye de frayer chemin et de dire que j'existe, ça n'a pas posé beaucoup de problèmes parce que, comme je l'ai dit, 56 était une date qui est, je dirais, vraiment avec Bourguiba, Allah yarahmou, comme on le dit chez nous, la femme tunisienne a compris qu'elle n'a pas besoin d'avoir un avocat juste à côté de soi. Alors, la concrétisation de cette approche était rendue possible en faveur de la mise en place d'un système d'éducation depuis les années 70, parce que la mixité, la gratuité aussi, c'était, je dirais, dans notre système d'éducation, était une obligation. Les programmes d'enseignement qui ont aussi mis en valeur non seulement l'enseignement classique et de base, mais aussi l'éducation physique et la vie sportive. Donc, rapidement, le sport féminin s'est développé aussi dans le secteur civil. Les années 70 a été marqué aussi par la participation de femmes sportives tunisiennes qui ont brillé de par les compétitions maghrébines, africaines, méditerranéennes, surtout en volleyball, en handball, en basket, en athlétisme. Et ce matin était présente Inès Boubakri, qui était... En fait, elle était championne, elle a eu la médaille d'argent en escrime en 2018 pour la Coupe du Monde en Chine. Le budget de l'État en 2019, qui est alloué pour le sport féminin, a observé une augmentation de 10%. C'est important pour nous parce que en 2019, le budget qui est alloué à la jeunesse et sport a vu une diminution de 7%. N'empêche 10% d'augmentation rien que pour le sport féminin et aussi 8% pour sport et handicap, une augmentation. En cours d'élaboration aussi d'une stratégie nationale baptisée Femmes, Sport, Olympisme pour l'égalité et l'équilibre social fera l'objet très prochainement d'une convention où on engagera les ministères de la jeunesse, sport, la femme, l'éducation, l'environnement, la culture, la santé, ainsi que des organisations patronales et les comités olympiques et paralympiques, bien évidemment. Cette stratégie, elle repose sur un plus fort ancrage de la pratique sportive par l'élément féminin dans tous les milieux, scolaires, maisons de jeunes, associations, milieu rural. Comme deuxième objectif, c'est la focalisation sur le sport d'entreprise, où la femme travaille le plus souvent dans des conditions difficiles, il faut le dire. Et le renforcement du rôle de leadership féminin dans les instances de gestion du sport, parce que malheureusement, on a 50 fédérations, mais 2 uniquement présidentes femmes. En somme, et je termine avec ça, parce que je sais que le temps presse, la Tunisie est engagée sur la voie de l'édification d'une véritable société sportive, reposant sur un rôle accentué de l'élément féminin, aussi bien dans la pratique sportive proprement dite que dans les postes de gestion et de décision. Merci. Merci beaucoup pour cette vision très englobante en fait, de la place de la femme dans le sport. Monsieur Biakop, si vous souhaitez intervenir en réaction aux différentes questions ou interventions qui ont été formulées. Je pense que les interventions qui ont été formées ne s'adressent pas particulièrement à mon sujet. Je pense que les Jeux africains, c'est un élément important pour l'Afrique. Et bien entendu, c'est important que les acteurs marocains fassent partie de cela. La deuxième question était spécifiquement vestimentaire, donc je laisserai mon collègue en parler. Pour conclure, je suis ravi que cet événement soit passé. Le marché du sport, j'espère avoir apporté un certain éclairage. Et la conclusion, ce serait peut-être raconter une histoire simple, basique, mais inspirante. En 1984, Michael Jordan est arrivé dans la NBA et il a révolutionné le sport. En 1984, on regardait le basket en noir et blanc sur nos postes TV. En 1984, un jeune homme de 17 ans, Hakeem Olajuwon, originaire de Lagos, Nigeria, arrivé dans la NBA Houston Rockets. Et quelques années plus tard, il devient le premier Africain à être 2 fois champion NBA et être le meilleur joueur du monde pour un enfant qui a commencé le basket à 17 ans.
C'est ce monsieur, Hakim Olajuwon, à l'instar d'un autre monsieur qui s'appelle Dikembe Mutombo du Congo, a inspiré une nouvelle génération de joueurs africains qui viennent de partout, qui viennent du Congo, qui viennent d'Afrique du Sud, qui viennent de Tunisie avec Salah Mejri, qui vient d'Égypte avec Abdelnader. Et ces joueurs-là sont aujourd'hui des grands ambassadeurs pour notre continent et bien entendu pour le monde arabe. Il me semble que l'évolution du monde et bien entendu notre économie est fulgurante et on ne sait pas ce que ça va donner demain. La consommation de notre sport, elle peut être amateur, elle peut être professionnelle. Moi, j'ai essayé de mettre un focus particulièrement sur le monde amateur parce que c'est ça qui me paraît important. Les élites, naturellement, elles vont sortir et puis il y en aura toujours. Mais le plus important, c'est le jeune qui ne va jamais aller dans la NBA, en fait. C'est comment, à travers notre marque, et on essaie de le faire humblement, on va pouvoir motiver cet enfant à travailler plus à l'école, à avoir une envie de devenir quelqu'un de bien dans cette société. Et je pense que c'est un challenge qui est le plus gros challenge pour nos différentes sociétés. Et c'est ça, pour moi, en tout cas, le développement durable. C'est comment, à travers les valeurs du sport et notre sport, nous, à titre NBA, notre marque, comment on fait rêver des jeunes qui, à nouveau, n'iront pas dans la NBA, mais qui demain pourront devenir des Masai Ujiri, par exemple. Masai Ujiri, c'est le premier Africain à être président d'un club NBA et qui joue actuellement la finale NBA, qui va peut-être être le premier président d'un club NBA à être champion NBA. Comment on va développer une nouvelle génération de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de médecins, de marketeurs, de spécialistes d'événementiel, etc., etc. Et je crois que c'est vraiment ça la chose à retenir. C'est notre sport, le vecteur du sport, qui est le seul vecteur qui peut rassembler 100 millions de personnes sur la même plateforme. Et tous ces 100 millions de personnes ne se connaissent ni d'Adam ni d'Ève, mais deviennent frères et sœurs à travers une action sportive. Et je crois que c'est ça la chose la plus importante à retenir. Merci. Merci beaucoup. Madame Bonnet-Oulalge. Alors, simple, basique, c'était aussi le titre d'une vidéo que la FSGT a produite cette année qui s'appelait « Le sport est un droit, pas une marchandise », donc qui vient aussi un peu en contradiction avec ce que vous avez exposé, parce que dès lors que le sport est un produit, il n'est plus un droit, puisque finalement, il est réservé à celles et ceux qui peuvent se l'offrir, ou alors tout le monde pourrait se l'offrir, mais bien souvent, malheureusement, c'est du low cost, et donc finalement, on n'est pas sur des contenus qui permettent de mettre les gens à égalité les uns avec les autres. Et pour faire la transition avec votre question, les femmes sont aussi bien souvent malheureusement les plus précaires dans la société, notamment les familles monoparentales, et donc les premières à ne pas avoir accès à des activités physiques et sportives de qualité, inscrites dans la durée. Et donc oui, il y a un enjeu extrêmement important sur la question des femmes qui dépasse bien la question du sport, évidemment. C'est d'abord une question de société. Et ça passe aussi par la représentation, parce que de la même manière qu'en Tunisie, j'ai participé cette semaine à une rencontre avec Thomas Barr, président du CIO. Eh bien, j'étais la seule femme présidente d'une fédération parmi mes 30 collègues masculins, présidents de fédérations olympiques pour la plupart. Donc, il y a un enjeu extrêmement important. Et l'année prochaine, il y aura aux côtés du baron Pierre de Coubertin, dans le hall du comité olympique français, une œuvre d'art qui représente Alice Milla, qui est celle, et d'ailleurs je crois que sa fondation est présente, et qui est celle qui a organisé les premiers Jeux olympiques féminins pour dire au baron Pierre de Coubertin que les femmes n'étaient pas là que pour couronner la tête des vainqueurs. Ce sera ma conclusion. Merci beaucoup. Une dernière intervention, et puis ensuite, je serai obligé de conclure puisqu'on me fait signe que la salle doit fermer. Très rapidement, donc je vais répondre à la question qui m'a été posée, que j'avais déjà développée rapidement dans mon intervention. Mais aujourd'hui, en effet, justement, le fait de ne pas de produire dans des pays qui sont proches. C'est rien. Donc, le fait de produire dans des régions qui sont proches, entre la France et le Maroc, justement, c'est ce qui nous permet de ne pas utiliser des matières premières inutilement
et également de ne pas produire plus que ce que l'on a besoin, puisque plutôt que d'attendre 6 mois ou 9 mois pour que des produits puissent être réacheminés d'un pays qui serait situé très loin géographiquement, en 3 à 4 semaines, on peut justement venir reproduire des produits. Donc on est vraiment sur cette problématique justement environnementale qu'on fait au quotidien. Et justement, on produit moins en début pour justement venir produire en fonction des réassorts, en fonction des besoins de nos partenaires. Ça, c'est la première question. La deuxième question, qui était générale sur la place de la femme, je vais faire assez rapidement également. Exemple, on a signé donc, le Cameroun, la fédération du Cameroun, donc la FECAFOOT. On a présenté le nouveau maillot de la FECAFOOT vendredi et ce sont les femmes qui ont présenté. Donc c'est l'équipe féminine de la FECAFOOT qui a révélé le nouveau maillot du Cameroun avant les hommes. Donc aujourd'hui, chez nous, le sport n'a pas de sexe, n'a pas de genre. Le sport est le sport de tout le monde. Également, quand on travaille avec la FFR, la Fédération française de rugby, on travaille autant sur un développement pour le 15 de France masculin que le 15 de France féminin, puisque aujourd'hui, justement, la FFR a également fait un travail là-dessus en renommant son 15 de France féminin. Donc aujourd'hui, le sport, c'est le sport de tous. Et je rejoins des propos qui ont été dits auparavant. Le sport, ça se construit dès le plus jeune âge. Ça doit rester un plaisir pour les enfants. Ça doit être justement quelque chose d'amusant, quelque chose de drôle, dans lequel ils s'épanouissent. Et c'est ce qui va leur donner justement l'envie plus tard de devenir des sportifs. Pas obligatoirement de haut niveau. Il n'y a pas que le sport de haut niveau qui compte. Le sport amateur, c'est également un sport important, aussi bien pour les petits garçons que pour les petites filles. Merci beaucoup pour cette intervention. Je vous remercie tous d'avoir participé, d'avoir assisté à cette table ronde. Je remercie beaucoup nos panélistes et je vous demanderai de bien vouloir les applaudir à nouveau pour leur contribution. Et un dernier message pour vous dire qu'avec le badge qui vous a été remis, vous avez le droit de visiter gratuitement l'exposition qui se trouve quelques étages en dessous à l'Institut du monde arabe. Bon après-midi.